Alors, comme d'habitude, avec nos sessions de classe digitale que nous organisons chaque vendredi à 17 h, aujourd'hui, on va parler d'une thématique quand même intéressante, qui est une introduction à la gestion de la production, la logistique et à l'achat au sein d'une entreprise. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Abdoulaye Soro, ingénieur de conception en contrôle qualité et en environnement, et également spécialiste en innovation et développement des entreprises. Avec plus de 11 ans d'expérience dans la gestion des systèmes de management et l'accompagnement des entreprises dans la mise en place et l'implémentation des systèmes de management, qu'ils soient qualité, sécurité, santé, environnement. Alors, nous allons parler dans un premier temps de l'organisation des entreprises et la chaîne des valeurs au sein d'une organisation. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'une organisation de façon générale, elle a quand même une structure. Elle a une structure et une organisation, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, elle a quand même des types de relations qui sont communes à toutes les organisations qu'elle gère et qu'il est important de les connaître. Il faut savoir que toutes les fonctions, toutes les relations que les entreprises sont en gérer sont tout à fait liées et l'ensemble du personnel de ces entreprises a obligation d'être impliqué dans la gestion efficiente et rationnelle de ces relations. Alors, vu qu'on parle de système de production, de la gestion des stocks et de l'achat, on va parler du système de production. Il faut savoir que de façon générale, lorsqu'on parle de système de production, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de ressources qui vont conduire à la création de biens ou de services. Alors, pour rappel, surtout pour les personnes qui n'ont pas de formation de base de qualiticien, il faut savoir que dans une entreprise, vous avez soit des services que vous rendez, soit vous avez des produits que vous fournissez. Et sur cette base, généralement, surtout dans les entreprises agroalimentaires, elles sont toujours focus sur la qualité du produit. Mais la qualité du service, ils n'en tiennent pas compte. Ou on dit que ce n'est pas du ressort du responsable qualité. Tu es responsable qualité, ton travail, c'est de s'assurer qu'on ait des produits de qualité, en s'assurant que, en oubliant que nous avons des services que nous rendons. Alors, les bons qualiticiens savent que c'est deux choses différentes. Et en termes de qualité, vous avez la qualité du produit, vous avez la qualité du service. Tout simplement parce que le produit, il est tangible, on peut le toucher. Le service, il est intangible, on ne peut pas le toucher. Donc, pour une organisation, afin de réaliser ses objectifs, elle a à disposition trois types de ressources. Et quel qu'en soit le type d'organisme que vous avez, que ce soit une ONG, que ce soit un programme de développement, que ce soit une entreprise privée et autres, les ressources qu'on a à disposition sont toujours limitées.
Donc, une bonne gestion de ces ressources s'impose à nous. Vous allez avoir à gérer les ressources physiques, vous allez avoir à gérer les ressources humaines et vous allez avoir à gérer les ressources financières. Et c'est la bonne gestion de ces trois types de ressources qu'on a à disposition qui vont nous permettre de pouvoir atteindre nos résultats. Pour les projets, généralement, les projets sont évalués sur le taux de décaissement, c'est-à-dire le taux de décaissement physique et financier, c'est-à-dire les ressources financières, et le taux d'exécution physique des activités, qui prend en compte aussi la dimension ressources humaines. Par contre, au niveau des entreprises privées, par exemple, il y a la question de la rentabilité qui rentre en compte. Cela va dire qu'il faut faire une bonne gestion des ressources qu'on a à disposition pour avoir des marges. Ce qui n'est pas le cas pour les projets, ce qui n'est pas le cas pour les ONG. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Il faut savoir qu'une entreprise, quel qu'en soit ce qu'elle est, elle a deux types de relations. Et comment se présente le système d'une entreprise? Le système d'une entreprise est que vous avez deux types de relations que vous avez à gérer. Vous avez votre entreprise, vous avez la relation que vous entretenez avec qui? Avec les fournisseurs, vous avez la relation que vous entretenez avec les clients. Tout ce qui va, tout ce que vous allez réaliser au sein de l'organisation, la finalité en fait, c'est de maintenir un bon mécanisme de gestion de ces deux types de relations que vous avez. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, selon Theodore Levitt, qui est un statisticien américain qui a fait pas mal de recherches sur le management des entreprises, surtout pendant la révolution industrielle du Japon, il a dit que la raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder un client. Pour dire quoi? Le premier responsable d'une entreprise, c'est son client. Une entreprise qui n'a pas de raison d'être sur le marché, une entreprise qui n'a pas de clients, n'a pas de raison d'être sur le marché. Et on est dans un monde aujourd'hui qui est en perpétuelle évolution, où le client, il est beaucoup sollicité de partout. Donc, la bonne gestion de la relation avec le client reste un élément fondamental. Mais cela ne veut pas dire que vous devez négliger la relation avec les fournisseurs. Parce que c'est le métier de la relation avec les différents fournisseurs de l'entreprise qui vont vous permettre de respecter vos engagements vis-à-vis des clients. Alors, prenons le cas d'un fournisseur de matières premières. S'il vous envoie sa matière et vous ne l'avez pas payé, je ne sais pas comment vous allez vous arranger pour qu'il vous envoie encore du produit pendant que vous le devez. Donc, la bonne gestion des relations avec ces deux entités reste encore très importante. Et dans le métier de ces relations, vous allez avoir des partenaires qui vous accompagnent. Vous pouvez avoir des partenaires techniques, vous allez avoir des partenaires financiers, vous allez avoir des partenaires réglementaires qui seront autour de votre business. Et la bonne gestion de relations avec l'ensemble de ces partenaires s'impose à vous. Si vous prenez la banque, votre banque qui vous accompagne, c'est un partenaire qui va vous permettre de pouvoir acquérir vos matières. Si vous prenez les impôts, ils vont chercher à s'assurer que vous êtes en règle vis-à-vis de l'État. La CNPS, l'inspection du travail, des investisseurs et tous.
ce beau monde autour de l'organisation contribue à maintenir ces deux types de relations. Mais la gestion de ces deux types de relations va nécessiter le métier et le partage d'informations. Donc, en lien avec la gestion de la relation avec les fournisseurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez émettre des bons de commande à vos différents fournisseurs pour commander des produits ou des services. Eux, à leur tour, ils vont vous fournir le produit ou le service que vous avez commandé. Et cela va nécessiter quoi? Va nécessiter un échange d'informations et de finances. Vous allez les payer, vous allez leur partager des informations, ils vont vous partager des informations. Et il faut savoir que la gestion confidentielle de ces informations entre vous et vos fournisseurs reste une chose très importante. J'aime généralement dire aux auditeurs que lorsque vous sortez d'un divorce, il ne faut jamais oublier le nombre d'années que vous avez passé en couple. Ce n'est pas une raison de partager les secrets de vos fournisseurs parce que vous n'êtes plus en relation avec eux. La confidentialité s'impose à vous, mais aussi à vos différents partenaires. Vous avez la relation avec les clients. Comment cela marche? Lorsque un client exprime un besoin, vous prenez en compte son besoin. Ça y est, le client a eu à échanger avec le service marketing et vente de votre entreprise pour exprimer son besoin. Ce service va réceptionner son besoin, analyser en interne avec le service production et autres, pour voir la faisabilité technique de satisfaction du besoin de ce client. Et par la suite, vous allez programmer le mécanisme qui vous permet de satisfaire son besoin. Il va vous formuler ses exigences, vous allez les mettre ça dans un cahier de charges qui peut être un contrat signé entre les différentes parties avant de pouvoir planifier vos opérations. Donc, dans ce sens, c'est vous, vous allez recevoir une commande d'un client, vous allez l'analyser, planifier votre système de production ou encore votre chaîne de résultats pour pouvoir fournir cette commande au client. Et qu'est-ce qui va se passer encore? C'est un échange d'informations, mais aussi des données financières qui vont entrer en ligne de compte. Des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines qui seront mobilisées pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc, voilà les deux types de relations que vous avez. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le cas d'un mécanisme de production, dans le cas d'un mécanisme de production, il faut savoir que généralement au sein des organisations, ce qu'on constate, surtout pour des entreprises qui ne sont pas engagées dans une démarche de management de la qualité, de management de la sécurité santé au travail, de management de l'environnement, qu'est-ce qu'on constate généralement au sein de ces entreprises? Surtout pour des entreprises agro-industrielles, où elles réalisent des activités de production, où elles réalisent des activités de contrôle. Elles sont généralement focalisées sur la production et la rentabilité, sans prendre en compte certains aspects. Mais lorsque l'entreprise se décide de s'engager dans une démarche de mise en place d'un système de management de la qualité, cela s'impose à cette entreprise de revoir son mécanisme de gestion. Lorsqu'elle s'engage dans une démarche de mise en place d'un système de management de la sécurité santé au travail, cela s'impose à l'entreprise de revoir son mécanisme de gestion. Lorsqu'elle s'engage dans un mécanisme de mise en place d'un système de management environnemental, cela s'impose à l'entreprise de revoir son système de management d'une manière ou d'une autre. Alors,
qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une entreprise n'est pas dans une démarche de mise en place de l'un de ces systèmes, généralement, qu'est-ce qu'on constate? Elle a deux types d'indicateurs. Dans le cas des entreprises agroalimentaires, vous allez vous rendre compte que elle a un indicateur qu'on appelle le rendement de production. Le rendement de production qui va nous permettre d'évaluer la performance de l'outil de production. Pour voir quelle est la quantité de matière que l'unité arrive ou la chaîne de production arrive à transformer en 1 heure de temps de fonctionnement. Ou soit pendant 8 heures de temps, quel est le volume de produit qui a été traité? C'est un indicateur de production. Et le deuxième indicateur, généralement, qu'on constate au sein des entreprises, c'est le rendement commercial. De l'autre côté, vous avez le rendement technique qui permet d'évaluer l'outil de production. Mais il y a aussi le rendement commercial. Le rendement commercial, c'est quoi? L'entreprise calcule sur la base de la valeur de la matière du produit fini qu'elle a obtenu comparé à l'ensemble des charges que l'entreprise a supporté pour pouvoir produire ce produit qu'elle a obtenu. Cela veut dire quoi? Si moi, j'ai produit une matière première qui a une valeur de 5 millions et en réalité, j'ai dépensé dans les salaires, dans la matière première, dans les intrants et autres, j'ai dépensé près de 6 millions, cela veut dire que nous avons une perte d'1 million. Donc, on n'a pas été rentable sur l'opération. Et généralement, c'est ces deux indicateurs que les entreprises regardent lorsque elles n'ont pas décidé de s'engager dans la mise en place d'un système de management opérationnel basé sur un référentiel qui existe. Donc, pour une unité de fabrication, cela veut dire que dans un premier temps, un commercial de l'entreprise a pris le soin de changer avec un client qui a exprimé ses besoins, les besoins du client. Et ces besoins seront formulés dans un CC, dans un cahier de charges. Dans le cahier de charges, on va retrouver quoi? On va retrouver les exigences du client. Et sur la base des exigences exprimées par le client que nous avons formalisées et matérialisées dans un cahier de charges, qu'est-ce qui va se faire? On va planifier maintenant nos systèmes de fabrication. Cela veut dire quoi? Dans ce type de système, on se rend compte que dans l'organisation, vous avez le chef de fabrication, vous allez avoir le chef de maintenance, vous allez avoir le chef, le responsable qualité, vous allez avoir le responsable des achats, vous allez avoir le responsable commercial et autres. Mais en interne, la finalité, tout le monde travaille pour le chef de la fabrication. Parce que le chef de fabrication ne fait pas de miracles. Si les machines ne sont pas en bon état, il ne pourra pas faire sortir de produits de bonne qualité pour répondre aux besoins du client. Si la matière première qui a été achetée, le chef de fabrication ne pourra pas faire de miracle. Donc, en interne, on se rend compte qu'on travaille pour satisfaire le chef de fabrication. Mais à la fin du process, nous sommes à l'écoute du client pour répondre à ses besoins. Donc, le chef de fabrication, en lien avec le chef de maintenance, ils vont revoir la ligne de fabrication pour remettre en état les machines. Ça fait le premier point. Le chef de fabrication, en lien avec le responsable des stocks et l'œil d'expertise du responsable qualité, vont faire sortir le stock de matières premières que nous avons en stock qui peut nous permettre de satisfaire le besoin du client. Donc, on va regarder la matière première à avoir. Parce que on a une qualité de produit fini ici qu'on veut avoir
pour pouvoir répondre à l'exigence qui a été préalablement définie lors des échanges avec notre client. Alors, mais lorsqu'on décide de rentrer dans un système de management, comme je le disais, qu'il soit qualité, cela veut dire que vous n'allez pas vous focaliser que sur les deux indicateurs de production. Si vous engagez dans un système de management de la qualité, il faut formuler des indicateurs qui sont liés à la qualité. Vous allez formuler des indicateurs qui sont liés à l'environnement. Vous allez formuler des indicateurs qui sont liés à la sécurité et santé au travail. Dès le moment que vous décidez de mettre en place un système de management en conformité avec l'un de ces référentiels, même si la finalité n'est pas forcément d'avoir une reconnaissance externe. Pour dire que les entreprises mettent en place des systèmes de management en lien avec des référentiels, ça s'appelle des normes ISO. La finalité n'est pas forcément de chercher à avoir la certification du système de management. Les avantages qu'il y a autour, lorsqu'on connaît ces avantages, on se rend compte qu'on doit mettre en place un système de management. Donc, comme exemple d'indicateur, je vais vous faire des propositions d'indicateurs, c'est-à-dire un indicateur qualité, par exemple, qui est généralement incontournable lorsqu'on met en place un système de management de la qualité, c'est-à-dire la quantité des produits conformes que nous avons obtenus en rapport avec la quantité de produits que nous avons réalisés. C'est-à-dire quoi? Moi, je dois faire des tourteaux de cacao. Lorsque j'ai fini mon opération de traitement, le service qualité fait son contrôle. Si j'ai 10 tonnes, dans les 10 tonnes-là, quelle est la quantité qui est conforme dans ces 10 tonnes? Et il faut avoir une référence des mesures. Lorsque vous regardez, vous formulez l'indicateur de cette manière, on doit dire, OK, ce rapport-là, multiplié par 100, ça donne de combien de pourcents? On peut dire, OK, pour montrer que nos systèmes de management de la qualité marchent en lien avec cet indicateur, on doit avoir, par exemple, 95% de conformité, par exemple. Ça dépend de l'entreprise. L'entreprise peut dire, OK, chez nous ici, il faut que nos systèmes de management s'arrangent qu'à la fin du mécanisme de transformation, que la quantité, qu'on ait au moins 95% de produits conformes dans le lot total des produits finis que nous avons obtenus. Ça, c'est un indicateur de qualité. Vous pouvez formuler autre indicateur, comme exemple d'indicateur, si vous êtes dans une démarche de gestion de l'environnement, d'éviter la pollution environnementale, vous pouvez formuler un indicateur, par exemple, la quantité de déchets obtenus sur la quantité de produits finis obtenus. Alors, est-ce qu'on a obtenu plus de déchets par rapport aux produits finis que nous avons obtenus? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on doit revoir notre chaîne d'achat, cela veut dire qu'on doit revoir peut-être notre ligne de production, ainsi de suite. Et il faut aussi ajouter une référence pour pouvoir évaluer en fait le système, si ça marche bien. Donc, on peut, par exemple, une entreprise peut décider de se fixer, par exemple, comme résultat, on peut dire, OK, euh, on doit être autour de peut-être 0,5% par exemple. C'est-à-dire qu'on doit avoir moins de déchets par rapport à la quantité de produits finis obtenus. En lien avec l'efficience, c'est-à-dire la mobilisation des ressources. Pour lancer la production, on va payer le personnel, on va payer l'électricité, on va payer la matière première, on va payer les emballages, tout ça. Mais est-ce que le produit fini conforme qu'on a, ça nous permet de couvrir les charges et pour générer un bénéfice? Et généralement, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on finit la production, il y a un élément très important qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est quoi? C'est le coût de revient. Le coût de revient du produit. Le coût de revient, c'est quoi?
c'est lorsque vous calculez toutes les charges que vous avez supportées pour obtenir 1 kg ou 1 litre du produit fini. Le produit là, il vous revient à combien? Et lorsque vous connaissez ça, ça vous permet d'ajouter votre marge pour fixer le prix de vente. Voilà le système que les entreprises utilisent pour fixer les prix de vente des produits. Et par moment, vous voyez les marketeurs viennent vous voir, OK, on vous vend 2 bouteilles, si vous achetez 3, on vous donne une 4e cadeau. Parce qu'il maîtrise sa marge. Il sait qu'il peut diminuer jusqu'à 5 francs. Mais s'il va à 6 francs, il rentre déjà dans sa marge. Il commence à perdre. C'est ce petit secret-là que le personnel maintient et on joue avec les prix. Arrivé à un moment donné, vous voulez qu'on fait une réduction, mais il ne va pas accepter. C'est un peu ça. Alors, mais au-delà de ça, vous pouvez, en lien avec toujours la gestion des ressources naturelles, vous pouvez proposer autre indicateur en lien avec la consommation de l'électricité, par exemple. Vous pouvez aussi formuler des indicateurs en lien avec la sécurité et santé au travail, c'est-à-dire les incidents, les accidents de travail, ainsi de suite. Mais il faut vraiment prendre le soin d'un mécanisme, d'un système de management. Si vous n'avez pas mis en place des KPI, les KPI, c'est les indicateurs de performance, ce n'est pas évident de vous en sortir. Alors, ces propositions d'indicateurs restent des exemples. Alors, mais toujours dans le système de production, ce qu'il faut savoir, c'est que tout système de production constitue un processus de création de biens et de services pour la transformation de ressources telles que euh, l'énergie, la matière, les composants, la main-d'œuvre, ainsi de suite. Mais les objectifs contradictoires, c'est-à-dire le système de production va permettre d'augmenter le nombre de produits tout en diminuant les stocks. Cela veut dire quoi? Dans votre système de management, vous devez vous assurer que vous produisez pour le marché. Et généralement, les vrais marketeurs savent que on doit vendre le produit on doit vendre le produit avant de le produire. Donc, ils vont chercher le marché dans un premier temps. C'est lorsque le marché est acquis, ils lancent le process de fabrication. Plus on augmente le nombre de produits, plus on doit augmenter notre marge, notre part de marché, notre portefeuille client. Aussi, accroître le nombre d'articles de référence au catalogue, c'est-à-dire qu'il faut diversifier vos produits tout en diminuant les délais de fabrication. Mais aussi accroître la qualité tout en abaissant les coûts de fabrication. Surtout, c'est le véritable challenge pour les entreprises. Comment maîtriser nos coûts de fabrication? Donc, en termes de stratégie de gestion de la production, vous allez avoir les éléments comme ça autour de vous que vous devez aisément gérer. Alors, malheureusement, on arrive dans certaines entreprises où on se rend compte qu'il n'y a pas de synergie d'action entre les différents responsables du département. Chacun veut montrer qu'il est le plus fort et vers la fin, on perd de vue l'essentiel. Est-ce que tout ce qu'on fait là, est-ce qu'on permet à l'entreprise de gagner? Donc, arrivé à un moment donné, notre orgueil là, il faut laisser à la maison. Lorsqu'on rentre dans une institution, la première des choses, c'est de militer pour cette institution. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Il faut partager les valeurs de l'institution. Il faut être coopératif au sein de l'organisation. Et il faut savoir que nous sommes dans un système d'interconnexion. Si un ne joue pas bien son rôle dans la chaîne de résultats, il aura une cassure et il aura une baisse en termes d'atteinte des objectifs qu'on s'est préalablement fixés. Donc, vous avez la gestion des délais, la gestion de la qualité, la flexibilité sur les éléments de coût, tels que j'ai expliqué le coût de revient. Lorsqu'on connaît le coût de revient, on sait jusqu'à combien on peut revoir des éléments. Et surtout chercher à réduire les coûts de quoi? Les coûts de fabrication. Plus les coûts de fabrication sont maîtrisés, on a plus de marge de manœuvre pour être un peu flexible dans le cas de certaines négociations. Alors, il faut savoir, lorsqu'on parle de système de production, lorsqu'on doit le gérer, il faut savoir que ce n'est pas vraiment
un dispositif qui est limité au service opérationnel. Il y a toute une panoplie d'actions autour qui rentrent en ligne de compte de la gestion de la production. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si moi, je dois faire de la gestion de la production, je dois savoir que je dois me référer à la direction. Me référer à la direction parce que tout simplement, on ne peut pas avoir un bateau sans capitaine. La direction connaît l'orientation stratégique de l'entreprise. Elle connaît l'objectif global de l'entreprise. C'est elle qui fixe les stratégies. Donc, elle doit savoir clairement quelle est la stratégie, l'objectif stratégique de l'entreprise. Alors, on va voir les études. Le bureau d'études va réaliser les études pour regarder la faisabilité technique et financière et autres, développer la méthodologie, réaliser les entretiens des équipements. Ça peut être des entretiens de la maintenance corrective, ça peut être de la maintenance préventive, mais le service maintenance doit rentrer en ligne de compte pour voir quel est le matériel qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'on a les pièces de rechange? Est-ce que l'équipement est adéquat? Et ainsi de suite. La fabrication des produits. Les magasins. Lorsqu'on parle des magasins, c'est magasin matières premières, produits finis, magasin de conservation des encours de production, des différentes composantes, ainsi de suite. La qualité. Est-ce que le dispositif de contrôle qualité est opérationnel et fonctionnel? Est-ce que la finance joue son rôle? Est-ce qu'on fait une bonne gestion des coûts? La gestion de l'information, est-ce que le service informatique joue son rôle? Est-ce que le personnel embauché, est-ce qu'on a le personnel qu'il faut là où il faut? Je me demande si vous prenez un cultivateur et puis vous prenez un cultivateur qui est d'un village là, et puis vous lui donnez un ordinateur pour faire un bilan financier. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez. Et de l'autre côté, il faut faire du marketing pour faire connaître votre entreprise, pour faire connaître vos produits, pour captiver les gens, pour vous faire adopter et les amener à passer à l'action. Et par la suite, c'est des commandes. Lorsque le marketing a reçu son travail, vous allez pouvoir avoir des confirmations, vous allez pouvoir avoir des commandes. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate au niveau de certains dirigeants? Ils ne savent pas que le mécanisme de vente, c'est un travail sur de long terme. C'est un travail continu, permanent. Ce n'est pas de commencer aujourd'hui et penser qu'on va avoir automatiquement le résultat aujourd'hui. C'est un travail continu et permanent. Vous allez faire de l'éducation, de la sensibilisation, vous allez développer des produits pour vous faire connaître, pour vous faire adopter. Et c'est par là que vous pouvez passer à l'action pour avoir des commandes. Mais si vous recrutez un commercial aujourd'hui et que vous voulez qu'il vous envoie un client demain, je ne sais pas comment il va prendre, hein, mais il faut savoir que c'est un processus qu'il faut construire. Mais malheureusement, les personnes qui ont des formations techniques pensent que la qualité du produit garantit en fait le succès de l'entreprise. Non, c'est la base. Il faut s'assurer d'avoir un produit de qualité. Mais ce n'est pas suffisant. Tout le mécanisme qu'il y a autour de votre système de management, si le mécanisme n'est pas efficace, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, toujours parler du système de production, c'est qu'il faut savoir que les étapes de la production, c'est-à-dire sur le plan technique, le développement d'un nouveau produit, exige de réaliser une conception du produit et aussi les process qui y vont avec. Élaborer un plan de production, une gestion des moyens humains et matériels qu'il faut pour réaliser cela, et surtout un mécanisme d'organisation et de contrôle des opérations de mise en œuvre de la production. Donc, qu'est-ce qui va se passer de façon pratique? De façon pratique, on aura à faire quoi? On a un client qui va nous exprimer un besoin. Lorsque le besoin il est exprimé, on va le matérialiser dans un cahier des charges. Et par la suite, procéder à une conception générale. Lorsqu'on fait la conception générale, on entend parler de prototypage, ainsi de suite. Il faut tester le prototype.
Lorsqu'on se rend compte que le prototype, il marche, on va faire la conception générale, finale, ou soit faire des réajustements et procéder à la production à grande échelle pour pouvoir réaliser la vente. C'est un peu ça. Et même lorsqu'il s'agit d'une nouvelle idée, il faut chercher à savoir cette idée que j'ai là, elle répond à quel besoin. Si le besoin est connu, il faut faire de la recherche et du développement d'un prototype. Le prototype, il faut le mettre en œuvre, le tester sur le marché pour voir est-ce qu'il marche, est-ce qu'il répond réellement à les besoins, quelles sont les plaintes des clients, quels sont les retours des clients, et ainsi de suite. Et c'est retourner au laboratoire pour réajuster les défaillances que nous avons constatées. Et lorsque cela est fait, on va maintenant procéder à la fabrication pour pouvoir faire une mise en marché pour satisfaire les besoins du client. Mais on ne se lève pas comme ça un matin parce qu'on a vu le voisin, c'est généralement au marché, hein. Le voisin, il a fait une agence de transfert d'argent, Orange Money. Moi aussi, je cherche un magasin dans un quartier, Bramont côté à quelque part. Je veux ouvrir un magasin aussi. Et après, on se plaint, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a un travail préalable qu'on n'a pas pris le soin de réaliser. Alors, il faut savoir qu'en matière de gestion des organisations, en termes d'organisation des entreprises, il y a eu quand même des modèles qui ont été développés. Il y a la vision de Taylor, qu'on appelle la vision taylorienne. Il y a la vision aussi de Freud. Il y a aussi la vision, selon l'actuelle norme, c'est l'apparition de l'ISO 9001 qui a, qui a mis en place un autre système de management des organisations. Alors, dans le cadre de cette séance de cadrage, on va essayer de parler un peu de la vision de Taylor, parlant de l'organisation scientifique du travail. Alors, en fait, l'OST a quand même des principes, c'est-à-dire il faut, selon Freud, selon Taylor, il faut procéder à une division des tâches. Et il faut s'assurer à spécialiser les employés. C'est-à-dire chaque salarié, pour un poste qu'il occupe, doit avoir les compétences requises pour occuper ce poste. Et même s'il n'a pas les compétences, il faut mettre en place un mécanisme de renforcement des capacités pour le mettre en niveau, pour pouvoir exécuter le travail. Et il faut surtout fixer des salaires au rendement. Malheureusement, par moment dans les entreprises, vous allez recevoir des ingénieurs Bac+5 qui viennent à des entretiens qui demandent des salaires d'1 million. Mais en réalité, lorsqu'on lui donne un bureau climatisé avec un ordinateur, avec la connexion Internet et autres, il tremble. Il ne peut même pas rédiger un compte rendu de réunion hebdomadaire. Bon, et vous demandez un salaire d'1 million. Et en réalité, le mécanisme de rémunération du personnel, ce n'est qu'environ 5 à 10% de la rentabilité de l'entreprise, de l'employé qu'on lui paye en réalité. Et tant que vous ne connaissez pas ce système-là, vous n'allez jamais vous en sortir. Alors, avec le système de Taylor, c'est que vous avez deux types d'organisation. Vous avez l'organisation qu'on appelle l'organisation systémique et l'organisation analytique. Alors, moi, je recommande plus l'organisation analytique. L'organisation analytique permet d'avoir des synergies d'action en l'ensemble du personnel de l'entreprise et ça permet à chacun de savoir qu'il a un rôle à jouer dans le dispositif. Et s'il y a une défaillance à quelque part, tout de suite, tout le monde comprend qu'on ne pourra pas atteindre les objectifs globaux que nous sommes fixés. Et cela invite les uns les autres à coopérer. Ça les impose la communication, ça les impose l'entraide, ça les impose
la gestion des rôles. Et ça permet à l'entreprise de fonctionner. Mais si vous êtes dans un système d'organisation systémique, c'est évidemment le fameux organigramme des entreprises qui est accompagné de la fiche de poste. Et je dis toujours aux employés, la fiche de poste va te permettre d'être recruté dans une entreprise. Mais si tu es accroché à ta fiche de poste, tu seras renvoyé. Ça, il faut que je sois clair dessus. La fiche de poste permet de te faire entrer dans l'entreprise. Regardez ton profil, est-ce que ton profil répond? C'est quand on demande là, est-ce que tu réponds à ça? Mais une fois dans l'entreprise, tu dois être en mesure de pouvoir t'adapter au système de gestion. Parce que tout simplement, dans un monde en perpétuelle évolution, les enjeux stratégiques de l'entreprise peuvent changer à n'importe quel moment. Et dès le moment que les enjeux changent, le système de gestion peut changer à n'importe quel moment. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir vous adapter. Et au cours de mes missions de management, de coaching, je demande toujours aux entreprises d'essayer de se détacher en fait du système de l'organisation systémique. Parce que l'organisation systématique, les gens vont rester dans une question d'exécution. Voilà ma fiche de poste, voilà les tâches que je dois exécuter. Quand je viens au travail, c'est ça que je fais. Mais s'il y a une contrainte en lien avec un client, est-ce que vous avez la possibilité de décanter la situation? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que la finalité, c'est de faire fonctionner l'entreprise. Et tant qu'on n'a pas cela en tête, ça ne pourra pas avancer. Alors, mais pour soutenir ce mécanisme, cette vision théoriente, il a quand même essayé de proposer un schéma qui permet de mettre en connexion les deux types de division du travail, c'est-à-dire la division verticale et la division horizontale. Comme j'expliquais, l'organisation systémique et l'organisation analytique. L'organisation systémique, je connais mes tâches, c'est ce que j'exécute. Quand chez mon collègue il y a un problème, ce n'est pas mon affaire. L'organisation analytique, je sais que nous devons être en interconnexion pour que les choses puissent avancer. Si ça n'avance pas, si c'est un de mes collaborateurs qui bloque la machine, je dois l'interpeller pour qu'il débloque la machine pour qu'on avance. On avance parce que c'est un flux. Donc, la mise en relation de la division horizontale du travail et la division verticale du travail, cela permet de mettre en application l'organisation, l'observation scientifique. Cela dit que, avant toute chose, il faut réaliser une évaluation pour voir dans mon système de management les outils que j'ai, quel est le rythme de fonctionnement de chaque outil et quelle est la méthode de travail appropriée. Et cette méthode, il faut la formaliser. D'où la nécessité d'avoir des procédures de travail, d'avoir des instructions de travail. Parce que cela va permettre d'automatiser le management de mon organisation. Mais au-delà de cela, il faut procéder à une rationalisation. C'est-à-dire, il faut procéder par un découpage des tâches. Et là, aujourd'hui, la norme ISO 9001, pour des personnes qui ont des formations de base de qualité, ils le savent, impose cela aux entreprises de procéder à l'approche processus. Et lorsque vous procédez à l'approche processus, ça va permettre d'avoir un système qui marche aisément. Et par la suite, au-delà de mettre en place l'ensemble de ces dispositifs-là, il faut s'assurer que, au-delà de mettre en place l'ensemble de ces dispositifs qui marchent, il faut s'assurer par la suite de réaliser le contrôle, c'est-à-dire définir les fréquences de contrôle. Les qualiticiens le savent, il y a ce qu'on appelle les CCP, c'est-à-dire les points critiques de contrôle. Quels sont les points auxquels on doit faire des contrôles et à quel rythme.
Et quelle est la méthode de contrôle à utiliser? Il faut que cela soit défini. Ça ne se limite pas seulement qu'au niveau des contrôleurs qualité. Même si vous êtes comptable au sein d'une entreprise, lorsqu'un client envoie une facture pour paiement, vous devez vérifier parce que vous devez procéder à des écritures comptables. Est-ce que la facture telle que présentée, elle est conforme? C'est un contrôle. Il faut formaliser cela. Et par la suite, il faut procéder à la simulation, c'est-à-dire une individualisation des salaires. C'est-à-dire les salaires doivent être fixés en fonction du rendement. C'est vraiment ça. Donc, c'est pour dire que, comme on le dit généralement dans nos jargons, qu'on ne bouffe pas l'argent des blancs cadeaux. Si on te recrute pour un travail avec des conditions de travail, c'est qu'on attend de toi des résultats qui répondent à ces conditions de travail qu'on a réunies pour toi. Alors, on va essayer aussi d'introduire sur la gestion classique des stocks, qui est aussi très importante, c'est vrai. On a pris le besoin du client, on a revu le mécanisme de production, on a revu les machines, matériel de contrôle, matériel de transformation, les outils de gestion, tout ça. Mais on va acquérir de la matière première. On va acquérir des intrants, on va acquérir des pièces de rechange. Après process, on va obtenir un produit fini avec des produits dérivés. Comment l'ensemble de ces produits-là sont gérés? Alors, il faut savoir que les stocks s'expliquent par le fait que très peu d'entreprises peuvent se permettre de produire instantanément à l'endroit ou au moment où les clients se présentent. C'est difficile. C'est difficile. Donc, cela s'impose aux entreprises d'avoir des stocks. Mais une bonne gestion de ces stocks est encore mieux. Une chose, c'est d'avoir des stocks, mais une gestion rationnelle de ces stocks-là, c'est encore plus mieux pour l'entreprise. Donc, cette fonction dite de service doit permettre en fait de satisfaire les clients dans des délais raisonnables. Alors, vous allez avoir ce que nous pouvons appeler des stocks importants, mais aussi des stocks faibles. Parce que si vous avez des stocks importants, c'est-à-dire que vous avez une bonne capacité financière d'acquérir la matière première, ça va permettre d'avoir une satisfaction maximale du client. Parce que vous n'avez pas à avoir un problème de qualité du produit, mais pas aussi un problème de rupture de stock. Mais l'inconvénient, c'est le coût de stockage et de gestion. Les coûts de stockage et de gestion qui sont élevés. Si vous décidez de travailler avec des stocks faibles, ça dépend des activités. Il y a certaines activités où vous n'avez pas besoin de faire des stocks en grande quantité. Mais pour certaines activités, ça s'impose. Mais pour des stocks faibles, c'est qu'il y a des risques de rupture et des risques d'insatisfaction du client. Parce que le client va prendre le produit, il dit, il a aimé. Demain, il vous appelle, vous dit, ah, on n'a pas. Seulement qu'il n'y a pas vraiment des coûts élevés pour le stockage et de gestion. Parce que les stocks ne sont même pas beaucoup. Alors, pourquoi on décide de stocker les produits? On décide de stocker les produits pour différentes raisons. Tout simplement à cause d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Dès le moment qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, on a obligation de procéder à des stocks. On peut avoir des erreurs de prévision des demandes
des clients, ou soit on a réalisé de la surproduction. Avoir des stocks à cause aussi du principe de production par lot. Il y a les aléas de la production. Il y a des risques de rupture d'approvisionnement. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, les entreprises qui sont dans le conditionnement ou qui font, par exemple, la mangue séchée au nord de la Côte d'Ivoire, par exemple. Ça veut dire que la campagne de la mangue tourne autour de 4 mois maximum. Or, vous avez des employés, vous avez des impôts à payer sur 12 mois. Si vous ne procédez pas à un mécanisme de stock, je ne sais pas comment vous allez vous arranger pour payer les charges fixes de l'entreprise pendant les 6 ou 8 autres mois qui restent. Mais aussi les délais d'approvisionnement de matières premières. Cela va nous permettre à faire quoi? À faire de l'anticipation, c'est-à-dire le délai de production sera supérieur au délai de commande. De aussi niveler les fluctuations de la demande, de prévenir aussi les aléas de la production, de la fabrication, de prévenir une éventuelle mauvaise qualité, de réduire le temps d'arrêt d'une machine, mais aussi éliminer les risques de pénurie, c'est-à-dire avoir des stocks en sécurité. Mais là, vous avez plusieurs types de stocks. Il y a les stocks nécessaires à la fabrication, c'est-à-dire matières premières, les ébauches, les pièces spéciales, sous-traitées, pièces normalisées, pièces intermédiaires fabriquées par l'entreprise. Vous avez aussi les pièces de rechange pour le pack machine, c'est-à-dire les outillages spéciaux, les outillages et matières consommables, les pièces, les matériaux, des produits pour l'entretien des bâtiments, tout ça, c'est les stocks. Les encours de fabrication, c'est-à-dire les stocks entre les différentes phases de l'élaboration du produit. C'est ce qui est encore dans le circuit de fabrication, il n'est pas encore devenu du produit fini. Il y a les stocks aussi de produits finis qui sont nécessaires aussi, qui demandent même une gestion, une attention particulière pour leur gestion. Donc, voilà comment se présente ce dispositif. Alors, vous voyez, vous allez avoir deux types de clients. Il y a les clients en interne et vous avez les clients externes. Alors, on va approvisionner notre chaîne de résultats. Avec quoi? Avec la matière première. Qui va nous fournir? C'est le fournisseur qui va nous approvisionner sur la base d'un cahier de charges qu'on a avec lui. On lui adresse un bon de commande. Il va nous fournir la matière première. Cette matière première sera contrôlée à la réception et par la suite acceptée ou rejetée. Si acceptée, elle sera stockée si ce n'est pas une transformation directe. Et par la suite, elle va rentrer en fabrication. On aura l'ensemble des opérations que ce produit va suivre dans la chaîne de résultats jusqu'au conditionnement final pour obtenir les produits finis qu'on a voulu avoir. Mais il faut savoir que la qualité doit être planifiée. Qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin pour aller chercher la matière qui nous permet d'avoir ce qu'on veut avoir à la fin? C'est cet esprit qu'il faut avoir en tête. Et pour connaître ce qu'on doit obtenir à la fin, cela veut dire qu'on connaît le marché, à qui on doit vendre. Donc, en lien avec l'approvisionnement, vous avez le stockage des pièces de maintenance, telles que les pièces de rechange, le stockage d'outillage et des outils, il y a les fournitures de bureau, matériel d'entretien, tout ça. C'est géré en interne. C'est le personnel de l'entreprise qui gère ça. C'est ce qu'on appelle les clients internes. Mais en lien avec le produit fini, c'est les pièces de rechange, c'est-à-dire les stocks de rechange, les services après-vente qualité. C'est-à-dire
lorsqu'un produit, un client achète, il va et il se plaint, on doit être en mesure de pouvoir remplacer. Mais sur ce point, c'est un élément très important, les qualiticiens surtout le savent très bien. En matière de gestion de la qualité, il y a ce qu'on appelle le coût de qualité. Et moi, je dis généralement, la qualité ne coûte pas 0 franc à une entreprise. Bien vrai que la mise en place d'un système de management de la qualité est coûteux pour l'entreprise, mais la gestion de la qualité n'a pas de coût pour une entreprise. C'est le non-qualité qui coûte très cher. Et dans ce cas de figure, vous avez deux types de coûts. Il y a le coût de non-qualité. En matière de coût de non-qualité, vous avez deux types de coûts de non-qualité. Il y a le coût de non-qualité interne et le coût de non-qualité externe. Les coûts de non-qualité externe sont très dangereux pour l'entreprise. C'est un client achète votre produit et il se plaint. C'est un coût pour vous. Soit il va retourner, le transport, c'est vous qui allez supporter. S'il faut retraiter ce produit, vous allez générer des ressources. S'il faut remplacer, ça va demander d'autres dépenses complémentaires. Et encore, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que selon les données statistiques de la qualité, un client perdu, c'est 22 potentiels clients perdus. Un client gagné, c'est maximum 8 clients potentiels obtenus. Pour dire quoi? Lorsqu'un client il est mécontent, il va passer le message au minimum 22 personnes. Mais s'il est content, s'il a trop parlé de ça, c'est au maximum 8 personnes. Donc, il est important de travailler en interne pour réduire les coûts de non-qualité. Surtout les coûts de non-qualité interne, externe. Vous avez aussi les coûts de non-qualité interne. Les coûts de non-qualité interne, c'est-à-dire, vous allez finir la fabrication, vous allez réaliser le contrôle, vous vous rendez compte qu'il y a des lots qui ne sont pas conformes. Vous allez reprendre. Vous allez utiliser de l'électricité, vous allez utiliser de la main-d'œuvre, ainsi de suite, les chaînes d'emballage, tout ça. Ça a des coûts. Ça, c'est le coût interne. Mais le client n'est pas informé. Et c'est pour ça que votre dispositif de management doit être très efficace et flexible surtout. Et la gestion de ce système doit nécessiter l'implication de tout le monde, de telle sorte qu'on sache qu'on est dans une chaîne de résultats où chacun a sa partition à gérer. Et l'autre chose de la gestion de la chaîne de résultats, c'est le coût de qualité. C'est vraiment les coûts qui sont liés au contrôle, à la détection, peut-être du matériel d'analyse. Vous avez diagnostiqué votre chaîne de résultats, ça nécessite de changer des machines, tout ça. C'est des coûts de non-qualité interne. C'est le coût de qualité. Tous les coûts que vous avez générés pour détecter, pour contrôler votre process. Mais ça, généralement, ça coûte cher. Généralement, lorsque on doit aller réaliser l'audit ou accompagner l'entreprise à la mise en place de son système de management de la qualité, généralement, le coût de mise en place du système de management de la qualité varie entre 4 et 5% du chiffre d'affaires réel de l'entreprise. Je ne parle pas des chiffres d'affaires inventés, gonflés, pour aller lever des financements auprès des banques et pas les chiffres d'affaires réels. Donc, voilà ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit, vous pouvez activer vos micros et les poser. On va essayer d'apporter des éléments de réponse avant de lever la séance.